1 minute, le journal à la présentation Adiafatou Ibrahima Sadi. Bonjour, les titres, c'est tout de suite. Bonjour Adiafatou, bonjour à tous. À la une de l'actualité, Léona Niassène étrenne sa nouvelle mosquée. L'ouvrage sera inauguré d'un instant à l'autre en présence du chef de l'État. Macky Sall a rallié la cité religieuse en provenance de Matam où il vient de boucler une tournée économique dans le nord du pays. Le bac de Farefenien fermé la semaine prochaine pour 30 mois. Décision des autorités gambiennes qui annoncent la construction en lieu et place d'une route pour assurer la traversée. Une décision saluée par le syndicat des transporteurs routiers du Sénégal. Et puis à Guédiawaye, il existe encore des femmes qui meurent en donnant la vie. Ce département ne dispose que de 6 maternités pour plus de 300 000 habitants. ONIFAM déroule son programme dénommé Moussokoka pour inverser la tendance. Dans la deuxième tranche, nous aurons les sports avec Benoît Badian, l'invité de la rédaction et le directeur de l'AGEROUTE Zone Nord, Morgueil Gaï, fait le point du programme Zéro Bac qui vise à désenclaver des localités difficiles d'accès dans les régions de Saint-Louis et Matam. La revue de presse avec Aaron Diouf. Tout de suite, le développement. Radio Sénégal, l'actualité, par vous, pour vous, chez vous. Après le nord du pays, le président Macky Sall est aujourd'hui au centre. Plus précisément dans la cité religieuse de Léona Niassène. Là-bas, le chef de l'État va assister à l'inauguration de la grande mosquée et prendre part à la prière du vendredi. En direct de Léona Niassène, notre envoyé spécial Thierno Diallo, bonjour. Oui, bonjour Ibrahim Sadi, l'avion du président de la République qui atterrit à l'instant et dans un instant donc le président va sortir à l'accueil les autorités administratives et politiques donc dans l'enceinte de cet aérodrome. Dehors, l'attend une foule compacte des militants qui ont hâte de lui souhaiter la bienvenue dans le Saloum. Ici, les leaders politiques ont naturellement mobilisé. Madame Maria Massar, le maire, Baba Ndiaye, le président du conseil départemental, Madame Nafissatou Diop, Madame Aminata Touré et tant d'autres de Kaon à Kaolack, soit sur une distance de 7 km. Les populations sont sorties massivement sous ce soleil de plomb, le sentent-elles réellement. À Léona Niassène, où l'attend le Khalif El Hadji Ibrahima Niasse, c'est aussi la grande mobilisation des talibés. Macky Sall qui inaugure donc la grande mosquée de Léona Niassène, dont l'État a financé la finition des travaux pour un coût global de 600 millions de francs CFA. Après les échanges entre le temporel et le spirituel, ce sera la grande prière du vendredi dans cette grande mosquée flambant neuve. En attendant de revenir tout à l'heure sur la retransmission en direct de cette cérémonie, tout juste vous signaler que le président va sortir donc d'un moment à l'autre, alors que donc le gouverneur de la région de Kaolack, Lamine Sagna, et d'autres responsables donc politiques en arrière-plan. Le président va descendre donc de cet aéroport où l'attend donc, comme je l'ai dit tantôt, le gouverneur de région de la région donc de Kaolack, Lamine Sagna, qui se dirige vers donc la porte de l'avion qui a quitté donc Ourossogui, donc vers midi. Le président donc qui va sortir de moment à l'autre. Et voilà qui s'amène le président avec une forte escorte naturellement. Vous devenez aussi la solennité de l'événement. Un événement tant attendu ici à Léona Niassène dans le Saloum avec cette grande mosquée, disais-je, flambant neuve, un honneur pour tout ce quartier, mais également pour tous les talibés Niassène. L'État qui a donc injecté ici quelques 600 millions de francs CFA. Ibrahima Sadi donc, on se rapproche donc de l'avion présidentiel. Ça ne va pas donc tarder. Et je le disais tantôt, tout au long donc de ces 7 km qui séparent Kaon de Kaolack, c'est une grande mobilisation. Donc, tous les responsables politiques de la région du Saloum. Voilà le président qui va donc sortir de moment à l'autre et certainement ce sera la chaude poignée de main avec le gouverneur de région, Lamine Sagna, qui l'attend dehors, et le commandant de zone, le commandant donc de la Légion de la gendarmerie Nord.
voilà, le chef de l'État qui serre la main et qui descend, voilà, à l'accueil donc le gouverneur de la région de Kaolack, M. Lamine Sagna, le président qui salue donc le gouverneur Lamine Sagna, la poignée des mains, voilà, et qui va se diriger donc vers les autorités administratives et politiques. Voilà, le président Macky Sall, de poignée des mains. Thierno? Oui, Ibrahima Sadi. Voilà, donc vous suivez pour nous ce déplacement du chef de l'État. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Naturellement, avec cette grande mobilisation qui l'attend dehors. Voilà, merci à vous, Thierno Diallo, notre envoyé spécial donc qui suit cette tournée économique du chef de l'État, le chef de l'État Adja Fatou, donc qui a rallié la cité religieuse de Léona Niassène en provenance de Ourossogui. Et justement, Léona Niassène a fini de faire sa toilette. L'inauguration de cette mosquée coïncide avec la ziara annuelle. Et le comité d'organisation a mis les petits plats dans les grands pour cet événement. Il faut également ajouter à Adja Fatou que les travaux de cette mosquée ont été entamés par le khalife général et achevé par l'État sur instruction du président de la République. Daouda Badiane nous présente cette grande mosquée de Léona Niassène. La grande mosquée de Léona Niassène a une capacité d'accueil d'un peu plus de 6000 personnes. Elle est construite sur un périmètre de 1600 mètres carrés, ajouté à 1400 mètres carrés au rez-de-chaussée. Le coût global des travaux de construction est estimé au milliard. C'est le khalife El Hadj Ibrahima Niass qui a démarré la construction sur fonds propres. Le président de la République, dans la politique de modernisation des cités religieuses, a investi un peu plus de 600 millions de nos francs pour assurer la finition des travaux. Peinte en blanc et vert, couleur qui symbolise l'islam, la grande mosquée de Léona Niassène, construite avec du matériel dernier cri, dispose de toutes les commodités pour faire convenablement les prières. À côté de la grande mosquée se dresse également l'esplanade nouvellement construite. Il faut aussi noter que les alentours de la grande mosquée sont pavés, un ouvrage piloté par le ministère du cadre de vie, de l'habitat et du renouveau urbain. C'est donc toutes ces réalisations que le président Macky Sall va inaugurer à la grande satisfaction du khalife El Hadj Ibrahima Niass. Ce dernier a longtemps nourri la volonté de faire doter de la cité religieuse d'une grande mosquée à la dimension de l'aura de la famille Niassène. Daouda Badiane, Kaolack, Radio Sénégal. Hier, en bouclant sa tournée économique, le président Macky Sall a lancé les travaux de réhabilitation de la route Ndioum, Ourossogui et Bakel. Un montant du financement, 95 milliards de francs CFA. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour appeler une nouvelle fois au respect sur les règles de sécurité routière. Compte rendu, Thierno Diallo. 18 mois suffiront pour la fin du calvaire des usagers de la route Ndioum-Ourossogui-Bakel. Long de 336 km, cet axe dont l'état de dégradation est très avancé a causé de nombreux accidents. Compte tenu de l'urgence, 95 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l'État du Sénégal et ses partenaires pour sa réhabilitation. Le projet comprend entre autres des infrastructures sociales de base et des plateformes multifonctionnelles pour les femmes. Le président Macky Sall. C'est parce qu'il y a urgence que j'ai tenu à ce que les travaux que nous lançons ici figurent en bonne place dans le plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent. Ainsi en est-il de ce projet qui vient en complément des travaux déjà achevés entre Saint-Louis et Richard Toll sur 110 km et Richard Toll-Ndioum sur 120 km. 3800 emplois directs ou indirects qui bénéficieront essentiellement aux jeunes des localités traversées. Le chef de l'État, saisissant l'occasion, a beaucoup insisté sur le respect des règles en matière de sécurité routière. Je saisis l'occasion pour appeler à nouveau au respect des règles en matière de sécurité routière. Il ne sert à rien de construire des routes si c'est pour voir des dizaines de personnes, voire des centaines, mourir tous les mois. Les doléances du maire de Ourossogui concernant l'eau, le stade municipal trouveront bientôt solution, dira le chef de l'État. Pour l'aérodrome, les études sont finalisées, a conclu Macky Sall, qui auparavant était à Windu Bossayabe et à Gankel Souley pour la visite des travaux de construction de ces deux ponts qui vont coûter au total 10 milliards de francs CFA et qui vont faciliter le déplacement des populations. Radio Sénégal, l'actualité, par vous, pour vous, chez vous. 13h passées 11 minutes, vous suivez les informations sur Radio Sénégal. Le bac de Farafenni en Gambie sera fermé la semaine prochaine pour 30 mois.
C'est-à-dire 2 ans, 6 mois, le gouvernement gambien a décidé de construire une route pour assurer la traversée. Décision bien accueillie par le syndicat des transporteurs routiers affilié à la synthèse. Son premier vice-président Bakhan Gomis, joint par téléphone par Demba Malik Mbodj. C'est un rêve qu'on a rêvé pendant des années. Et aujourd'hui, le rêve de voir un jour le bac éliminé et à la place du bac, on voit une route goudronnée, tout en respectant les normes techniques et sécuritaires, c'est une chose que nous saluons et est venue à son heure. Maintenant, je pense que ça sera un avantage sur le plan social, sur le plan économique, mais sur le plan également sécuritaire. Imaginez-vous le camionneur qui passe une semaine, voire 2 semaines, voire même plus de 2 semaines à Farafenye. Pour que tout simplement, le bac ne peut pas l'amener au moment opportun. Imaginez, vous pouvez calculer ça. Combien de camions ont déchargé la marchandise qui était à bord de leur camion parce qu'ils ne peuvent plus passer cette marchandise et finalement dans le véhicule même et sur les lieux. En tout cas, la majorité avait hâte de voir un jour ce tronçon réalisé par un goudron. À l'instant, Bakhan Gomis du syndicat des transports routiers du Sénégal, le département de Guédiawaye traîne un déficit en infrastructures de santé. En effet, ce département ne dispose que de 6 maternités pour plus de 300 000 habitants, insuffisant selon les acteurs de la santé de la ville. Il faut dire qu'entre 2015 et 2016, 12 femmes ont perdu la vie en donnant la vie. Ainsi, pour mettre fin à ces mortalités maternelles et lutter contre les violences basées sur le genre, ONU Femmes déroule dans la banlieue le programme dénommé Muskoka qui vient de boucler sa première phase à Lindiaye Diouf. Une journée de plaidoyer pour réduire 2 phénomènes, la mortalité maternelle et les violences basées sur le genre. À Guédiawaye, ONU Femmes qui déroule le programme Muskoka est convaincu que ces 2 phénomènes ont une articulation réelle. Muskoka, qui a déjà bouclé sa première phase, est une véritable approche communautaire. Rokhaya Gaye, chargée de programme à ONU Femmes. À travers ce programme dénommé Muskoka, nous savons qu'il y a une articulation entre la réduction de la mortalité maternelle et infantile et la réduction des VBG. Dans cette approche communautaire, dans ce combat que nous menons, nous avons les religieux, les techniciens en santé, mais nous avons également les collectivités locales qui sont engagées. En 2015 et 2016, 12 femmes ont perdu la vie en donnant la vie à Guédiawaye. Le département n'a que 6 maternités pour plus de 300 000 habitants. C'est insuffisant, dit Dr Papsamba Dieye, le médecin-chef. En 2016, nous en avons enregistré 5 contre 7 en 2015. Donc il y a une légère réduction entre les 2 années. Mais n'empêche que chaque fois qu'on perd une femme, c'est un événement très douloureux. Et c'est pour cette raison que nous avons jugé utile quand même de discuter avec l'ensemble de la communauté pour un centre pour réduire ces décès. Nous avons 12 postes de santé et un centre de santé. Mais nous avons 6 maternités dans ces 13 structures. Et pour une population de 370 589 habitants. Donc, nos normes ne sont pas respectées. Les acteurs communautaires et les agents de santé seront accompagnés par les forces de l'ordre et de sécurité et les psychologues. L'objectif est d'éliminer la mortalité maternelle et les violences basées sur le genre avant 2030. RTS banlieue, à Lindiaye Diouf. La coopération belge appuie le gouvernement dans sa volonté d'éradiquer le phénomène de la mendicité des enfants. La mendicité des enfants, un phénomène récurrent au Sénégal et le gouvernement qui a engagé plusieurs actions pour y mettre fin peut compter sur l'appui d'une ONG belge dénommée Action Sénégal-Belgique. Justine Aye. Un casque bleu sénégalais a été tué à Bangui où il s'est fait agresser par des hommes armés non identifiés. Le soldat est décédé dans les heures qui ont suivi. Voilà, ce n'est pas le bon élément. Nous passons à l'actualité internationale. Eh bien, l'actualité internationale que nous démarrons par le Niger. Les premières condamnations sont tombées dans le procès de masse de combattants présumés de Boko Haram. Et pour ceux qui ont été déclarés coupables, les peines varient de 9 à 4 ans. Le procès s'est ouvert dans la plus grande discrétion à Niamey depuis le 2 mars dernier sous très haute surveillance policière. Au total, 1300 hommes seront jugés d'ici les prochains mois.
par vague de 250 à 350 combattants. Le procès vise à désengorger les prisons de haute sécurité du Niger. Le président nigérian est rentré ce matin dans son pays. Mohamed Buhari est arrivé tôt ce matin à 6h40 après près de 2 mois de repos médical en Grande-Bretagne. Selon un photographe de l'AFP présent sur place, le président, portant une longue tunique noire, était d'apparence particulièrement frêle. Il est arrivé de Kaduna où il a rejoint la capitale fédérale, Abuja, en hélicoptère. Toujours au Nigeria, on connaît les dates des prochaines élections. Les élections présidentielles et législatives se tiendront le samedi 16 février 2019 et celle des gouverneurs le samedi 2 mars 2019, a annoncé hier la Commission électorale nationale. La publication de ce calendrier 2 ans avant les échéances vise une organisation optimale pour les partis politiques, les agences de sécurité, les candidats et tous les acteurs des scrutins. Et puis en Égypte, des manifestations ont été signalées dans plusieurs villes du pays. Des manifestations dues à une pénurie de pain subventionné suite à une décision du nouveau ministre de l'Approvisionnement visant à réduire les dilapidations. Les manifestations ont touché ces derniers jours Alexandrie et plusieurs villes du nord du pays donc avant que le ministre ne revienne sur sa décision, il faut dire à Diafatou que le pain subventionné en Égypte coûte 1 demi-centime d'euro, environ 5 francs CFA, la galette de 300 grammes, 1/10 du prix réel. Il constitue une partie essentielle de la nourriture des Égyptiens. Et les États-Unis qui renforcent leur dispositif militaire en Syrie. Washington qui a envoyé 400 hommes supplémentaires pour assister les troupes locales dans l'offensive en cours contre Raqqa, fief des djihadistes de l'État islamique. Cette montée en puissance, 400 hommes, permet de quasiment doubler le nombre de conseillers déjà présents sur place. Les forces spéciales américaines sont aujourd'hui environ 500 sur le théâtre des opérations. C'est la fin de cette première partie du journal. Un rappel des titres. Léona Niassène qui étrenne sa nouvelle mosquée. L'ouvrage sera inauguré d'un instant à l'autre en présence du chef de l'État. Macky Sall a rallié la cité religieuse en provenance de Ourossogui. Il vient de boucler une tournée économique dans la partie nord du pays. Le bac de Farefeigné fermé la semaine prochaine pour 30 mois. Décision des autorités gambiennes qui annonce la construction en lieu et place d'une route pour assurer la traversée. Une décision saluée par le syndicat des transporteurs routiers du Sénégal. Et puis à Godjewaï, il existe encore des femmes qui meurent en donnant la vie. Ce département ne dispose que de 6 maternités pour plus de 300 000 habitants. ONU Femmes déroule son programme dénommé Muskoka pour inverser la tendance. Merci Ibrahima Sadi. Je rappelle que dans la deuxième tranche, nous aurons la revue de presse qui nous sera présentée par Arona Diouf, l'invité de la rédaction et bien sûr le directeur de l'AGEROUTE Zone Nord, Morgueil Gaye. Il fait le point du programme Zéro Bac qui vise à désenclaver des localités difficiles d'accès dans les régions de Saint-Louis et Matam. Les sports, c'est tout de suite. Radio Sénégal, les sports. L'actualité des sports, c'est avec Benoît Badiane. Bonjour. Bonjour Radia Fatoussar. Football, 2 joueurs déterminants dans la qualification du Sénégal en finale de la CAN des moins de 20 ans en Zambie. Il s'agit de Jean-Jacques Ndeki, désigné homme du match, et de Aliou Badji, auteur du seul but de la demi-finale d'hier face à la Guinée. L'arrière droit du Casa Sport et l'attaquant de Djurgardens en première division suédoise se confient. Je remercie le collectif. L'engagement et le fait d'être modeste, on était concentrés aussi et on a réagi comme des grands. Guinée avait bien joué en deuxième période, mais on a été présent pour bien se défendre, conserver notre but. Et je pense qu'une finale ne se joue pas, ça se gagne. Et on fera tout pour amener le trophée au pays. Continuez à prier pour nous, puisqu'il reste une étape, d'augmenter les prières. Et Inch'Allah, le reste, nous, on le fera dans le terrain. On est motivé, on est conscient de ce qui nous attend. Le Sénégal en a trop besoin d'une trophée, et ça sera la première, Inch'Allah. Cela me fait un grand plaisir d'avoir été élu homme du match, car je le souhaitais depuis le début du tournoi. C'est ce que je voulais. Et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai été élu homme du match et je le dédie à mes parents, mes amis, tout le peuple sénégalais, mes coéquipiers et le staff technique. Vraiment, c'était très dur. On a pu tenir jusqu'au bout. Les relâchements qu'on a eu après, à un certain moment, ça a été trop difficile, mais on a eu le courage d'aller jusqu'au bout. Un grand merci à tous les Sénégalais et au staff technique, mes coéquipiers qui sont si braves
et Inch'Allah, on espère prendre la coupe et l'amener au Sénégal. Voilà, c'était Jean-Jacques Ndeki, homme du match, et vous avez suivi un peu plus tôt Aliou Badji, auteur du seul but de la partie, la demi-finale d'hier face à la Guinée. Le Sénégal, vice-champion d'Afrique en titre, défi dimanche en finale la Zambie, pays hôte de la CAN des moins de 20 ans. Une belle affiche selon le sélectionneur des Lionceaux qui précise que l'objectif est de remporter le trophée. Joseph Koto analyse d'abord la prestation de ses joueurs hier face à la Guinée en demi-finale. Nous l'écoutons. Demi-finale, c'est un match à éliminatoire direct. Donc les joueurs ont eu beaucoup de pression dans le terrain. C'est pour ça par moment les jeux étaient un peu décousus et le penalty qu'on a raté a beaucoup joué sur le match parce que quand même dans ces genres de matchs, quand vous avez un penalty par exemple pour tuer le match, si tu le rates, après la pression est sur ton équipe parce que l'équipe adverse se réveille, montre beaucoup plus d'envie. D'ailleurs c'est ce qui est arrivé dans le match. Bon, maintenant en ce qui concerne le match contre la Zambie, je ne peux pas me prononcer tellement sur ce match-là. Tout ce que je peux dire, c'est une finale. Et je pense que les deux équipes feront le maximum pour montrer le spectacle. Le match sera joué parce que je pense que nous, notre objectif maintenant en finale, aussi bien nous que les Zambiens, c'est gagner le trophée. Maintenant, ce sera une bataille dans le terrain et la meilleure équipe gagnera. Voilà, c'était Joseph Koto, le sélectionneur des Lionceaux du Sénégal, et puis le chef de l'État a adressé un message de félicitations et d'encouragement aux Lionceaux des moins de 20 ans du Sénégal. Très chers Lionceaux, c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que j'ai suivi votre match de qualification à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans. Et d'emblée, je voudrais adresser aux joueurs et aux membres de l'encadrement administratif et technique mes félicitations et mes encouragements pour la combativité, l'engagement et la détermination dont vous avez fait montre tout au long de la partie. En accédant à ce niveau de la compétition pour la deuxième fois consécutive, vous confirmez tout le potentiel et tout le talent qui sont en vous et qui augurent d'ailleurs d'heureuses prometteuses pour votre groupe. Cette performance vous place aujourd'hui plus que par le passé parmi les meilleures équipes africaines et il importe dès à présent d'endosser et de rehausser du moins ce statut d'excellence par un comportement sportif irréprochable et par la conquête de l'ultime manche dont je ne doute point qu'elle mobilisera toute votre énergie. Le privilège de porter et de pouvoir satisfaire l'exigence légitime des résultats du football sénégalais au regard des immenses efforts consentis par le contribuable n'a pas de prix et ne nécessite aucun répit. C'est pourquoi je souhaite au soir de la finale de la CAN des moins de 20 ans de Zambie que le nom du Sénégal puisse être inscrit en lettres indélébiles sur le toit de l'Afrique. Que nos prières de succès et de réussite vous accompagnent. Signé M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Rappelons à Fatou Sall que la finale de la CAN des moins de 20 ans Sénégal-Zambie, c'est ce dimanche à partir de 15h30, mais à suivre à partir de 12h la petite finale entre l'Afrique du Sud et la Guinée à Lusaka. Rappelons que le Sénégal, la Zambie, l'Afrique du Sud et la Guinée sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde prévue en Corée du Sud au mois de mai-juin prochain. Sur le continent, la FIFA tense le Mali. Elle a réagi après le limogeage des dirigeants de la Fédération malienne de football décidé par le ministre des Sports selon l'instance mondiale. La décision va à l'encontre de l'indépendance des associations membres. Au cas où la décision ne serait pas annulée à la date d'aujourd'hui, vendredi 10 mars, le cas sera automatiquement soumis au bureau du Conseil de la FIFA pour considération, a prévenu la Fédération internationale. Dans un communiqué, le Mali risque donc une suspension pour ingérence gouvernementale. Affaire donc à suivre. Football sur le terrain en Europe, match avancé de championnat ce soir en France. Match de la 29e journée de Ligue 1 à 18h. Nice 3e reçoit Caen. À 19h45, Marseille 6e reçoit Angers des Sénégalais Cheikh et Famara Diédhiou. Espagne 27e journée de la Liga. 19h45, Espagnol Barcelone Las Palmas. Italie, ce match important entre la Juventus de Turin et Milan AC, la Juventus qui est leader. Et puis en Allemagne, le Bayern Munich reçoit le Werder de Brême pour le compte de la 24e journée de la Bundesliga. Football chez nous pour terminer. Avec des matchs de la Coupe de la Ligue qui se disputent aujourd'hui ici au stade Demba Diop de Dakar. À suivre deux rencontres en match avancé. À partir de 15h30, Dakar Sacré-Cœur qui reçoit AS Douanes et Niary Tally qui joue contre Teungueth Football Club. À partir de 17h30, rappelons que Diambar, qui est détenteur du trophée, joue contre Union Sportive de Ouakam demain et samedi. Puis on termine avec le basketball. La Fédération sénégalaise
qui va participer au tournoi qualificatif à l'Afrobasket prévu à Brazzaville en 2017. La phase aller est prévue à Bamako au Mali les 17, 18 et 19 mars et la phase retour est prévue ici à Dakar les 24, 25 et 26 mars. Rappelons que l'équipe nationale du Sénégal entre en regroupement donc à partir de dimanche avec les 22 joueurs présélectionnés. Rappelons que le Sénégal va prendre part à ce tournoi avec le Mali, la Guinée et le Cap-Vert. Merci Benoît Badiane, c'était l'actualité sportive. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. L'invité de cette édition est le directeur de l'AGEROUTE Zone Nord, Morgueil Gaye, a fait le point du programme Zéro Bac qui vise à désenclaver des localités difficiles d'accès dans les régions de Saint-Louis et Matam. Il est interrogé par Tierno Diallo. Morgueil Gaye, vous êtes le directeur régional de l'AGEROUTE Zone Nord. Aujourd'hui, on est sur les travaux de construction du pont de Ganguel-Souley. Concrètement, parlez-nous de cet important projet. C'est un projet qui est extrêmement important pour le Sénégal et surtout pour la zone nord. Cette partie du pays est très désenclavée, surtout en période hivernale. Là où nous sommes sur le pont de Ganguel-Souley, pendant l'hivernage, c'est les pirogues ou bien les charrettes qui font passer les populations, les produits et les biens. Ce qui fait que donc il était utile donc de réaliser ce pont de façon à permettre donc la continuité du trafic en toute saison. Maintenant que les travaux ont démarré, aujourd'hui, nous avons constaté que le projet est bien avancé parce qu'ici, on a terminé presque tous les appuis, il reste à couler 2 piles et 2 chevettes et on va commencer l'assemblage de la structure métallique qui est aujourd'hui dans ces conteneurs que vous voyez devant moi. Pour Ganguel-Souley, c'est la même situation. Nous avons pratiquement terminé les fondations. Pour Wende Bossiabé, nous avons aussi terminé les fondations. Il reste donc à procéder donc à l'assemblage des pièces de pont pour donc continuer donc sur ce travail. Nous sommes très satisfaits donc de l'avancement des travaux. L'entreprise donc a mis les moyens nécessaires et la mission de contrôle donc fait son rôle. Au finish, on va terminer donc le projet dans les règles de l'art et dans les délais. Ça va permettre aux populations de vraiment l'accès à certains services, notamment à l'écoulement de leurs produits agricoles. Effectivement, parce que si vous étiez là avant le démarrage des travaux, vous allez vous-même constater qu'il y a une rupture de trafic à ce niveau. Pourquoi? Parce que il y a de l'eau en permanence, ce qui fait que donc les véhicules ne peuvent pas passer. Tout le trafic donc est assuré par les charrettes et les pirogues. Ce qui fait que donc la production agricole, quelle que soit son importance, ne peut pas être écoulée. Ce qui donc décourage les potentiels investisseurs qui pourraient donc être intéressés par l'agriculture. Avec ce pont, c'est un nouveau décollage. Voilà, avec ce pont, donc, il y aura un nouveau décollage économique, compte tenu du fait que donc, il y a les investisseurs qui vont venir donc, investir dans l'agriculture et ça permettra donc l'écoulement normal donc, de la production agricole vers l'intérieur du pays. Et cela entre dans le cadre du programme Zéro Bac du chef de l'État. Effectivement, parce que ce que l'État sénégal veut, c'est construire des ponts au niveau de tous les emplacements où il y a des bacs. Nous avons donc un autre programme qu'on a démarré donc, avec le financement même de l'État du Sénégal, avec le BCI. Nous avons donc le pont de Niangue-Edi et le pont de Guédé, qui sont en phase de démarrage avec l'entreprise CSE. À la fin des travaux du pont de Niangue-Edi. Niangue-Edi et Guédé, d'ici 18 mois, Inch'Allah, on va terminer ces travaux. Parallèlement, il y a des routes qui sont... Parallèlement, vous savez, on a un programme de 250 milliards financé en partie par l'État du Sénégal, mais surtout avec l'accompagnement donc, des bailleurs de fonds, que sont donc la Banque africaine de développement, la BAD, la BID, la Banque islamique de développement, il y a le fonds d'Abu Dhabi et donc le fonds de l'EPEP qui nous ont accompagnés dans ce grand projet qui va permettre donc de réhabiliter 337 km sur la RN2 entre Ndioum et Bakel, mais aussi Ndioum, Halwar, Demet et Kaskas, Medendjalbe, Tchaldé, peut-être pour revenir donc sur la RN2. Mais à part ce programme, on a aussi des plateformes multifonctionnelles qui permettent d'aider les gens donc, dans leurs œuvres quotidiennes, ce qui permettra donc de booster leur activité avec donc des moulins, des forages et des centres de transformation. En parlant de la réhabilitation de la route Ndioum-Ourossogui-Bakel, est-ce qu'on peut revenir sur le financement et sur le délai des travaux? Sur Ndioum-Ourossogui-Bakel, nous avons donc la BID qui va amener donc 40,5 milliards. Nous avons donc la BAD qui va amener 70,4 milliards. Aussi le fonds de l'OPEP 7 milliards et le fonds d'Abu Dhabi 7,5 milliards. Qui nous permettent donc de réaliser dans sa totalité la section de la RN2 comprise entre Ndioum et Bakel. Fin des travaux. La fin des travaux est prévue donc d'ici la fin 2018. Parle également, M. Morgueil Gaye, des travaux de désenclavement de l'île Armor-Fifi. C'est le visage de cette partie du Sénégal qui va changer avec donc la réalisation de toutes ces infrastructures. Ce n'est pas seulement donc les routes qui sont construites, mais il y aura des pistes de connexion qui vont permettre donc de désenclaver les villages qui sont trouvent dans la zone du projet. Il y a les plateformes multifonctionnelles, il y a les écoles qui sont clôturées ou bien réhabilitées, les centres de santé. Bref, tout un tas de programmes qui tournent autour donc de ce projet qui va permettre donc vraiment de changer le visage donc de cette partie du Sénégal. Est-ce qu'il y a d'autres projets en vue pour l'AGEROUTE? Hormis donc les financements assurés par les bailleurs de fonds, l'État du Sénégal a pris la responsabilité d'engager des travaux pour
soulager les populations dans cette partie. Ce qui fait que donc entre Ndioum et Diatar et Podor, nous allons réaliser ce bitumage. Ensuite de Mboubé, Ndiandan, Pendiaïm, Pendao, donc sera réalisé et ça permettra vraiment donc de régler de façon définitive donc toute la mobilité au niveau donc de cette partie du Sénégal. Voilà. Radio Sénégal, la presse du jour. C'est avec Aaron Diouf. Le chef de l'État a posé hier le dernier acte de sa tournée économique dans le nord du pays. Et c'était avec écrit Le Soleil le lancement des travaux de réhabilitation de la route RN2. Une occasion qu'il a saisie pour dire que désormais c'est un linéaire de 720 km de route qui va s'ajouter au réseau routier national avec les travaux démarrés dans l'île à Morphil et sur l'axe Ndioum-Bakel. La Banque islamique de développement, la BID, qui salue dans les colonnes du quotidien national la pertinence du projet. Alors, assiste-t-on, s'interroge Sud Quotidien, à une campagne électorale anticipée aux législatives? En tout cas, tout porte à le croire au niveau du camp présidentiel dont le chef de file, croit savoir mon confrère, semble profiter de sa tournée économique dans le nord du pays pour battre le rappel des troupes dans son propre camp. Sud Quotidien alors de donner la parole aux spécialistes, l'éclairage d'abord de l'analyste politique Momar Seyni Ndiaye qui estime que Macky Sall n'a pas eu le bon réflexe d'engager cette tournée au moment où ses affaires judiciaires ont éclaté. Quant à Maurice Soudjek-Dione, toujours dans les colonnes de Sud, ce docteur en sciences politiques et enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis estime, je le cite, que le président Sall engrange un dividende politique dans cette campagne prématurée mais non déguisée. Le président de la République, selon Vox Populi, qui a profité de l'opportunité qui lui était offerte pour solder de nouveau ses comptes avec l'opposition à ses détracteurs. Macky Sall répond dans les colonnes de l'Ars, je cite: je ne suis pas un président qui se case au palais sans rien faire, pour dire donc que Macky Sall n'est pas insensible, selon l'As quotidien, au flot de critiques contre lui, particulièrement au sujet de ses tournées qualifiées de campagne électorale déguisée. Des critiques qui se poursuivent surtout après l'arrestation de Khalifa Ababakar Sall. Des réactions qui se poursuivent, celles de Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, les patriotes, qui cognent dans les colonnes de Walf quotidien les actuels tenants du pouvoir. Révolté selon Walf par l'incarcération du maire de la capitale Ousmane Sonko de fustiger les méthodes du pouvoir, accuse-t-il un pouvoir qui cherche à réduire l'opposition en ayant l'opposant de dénoncer dans les colonnes de Vox Populi, je le cite: il y a un laboratoire du régime qui passe son temps à fabriquer des armes de destruction d'opposants, des accusations que ne semble pas rejeter la Tribune, mon confrère, qui rappelle que pourtant l'actuel locataire du palais de la République était mieux placé que quiconque pour savoir que les Sénégalais n'aiment pas l'injustice, et s'il a été élu, c'est dû en grande partie, explique Birima, à l'humiliation que Wade lui avait fait subir, son seul tort ayant été d'avoir voulu convoquer son fils Karim Meïssa Wade pour qu'il vienne s'expliquer sur l'argent qu'on lui avait confié pour l'organisation du sommet de l'OCI. Les Sénégalais justement et la victimisation. Mes confrères du quotidien s'y intéressent ce matin. Le Sénégalais aime considérer, selon Sucre Salé, que toute victime de la loi et de la force est un innocent opprimé. Résultat, tous les adversaires de Macky Sall veulent jouer sur cette partition, une partition selon donc Sucre Salé qui avait si bien réussi à Idrissa Seck en 2007, se rappelle mon confrère, mais il n'a pas su en profiter. Karim Wade poursuit, mon confrère aurait voulu surfer sur cette vague s'il n'avait pas été enrôlé dans le Qatar Club avec séjour à durée indéterminée à Doha, ironise le quotidien. Alors il y a bien Khalifa, devenu grand khalife de Rebeuss, avec l'espoir, indique mon confrère, de conquérir Roum en 2019. Mais attention, prévient le journal, parce que les effluves de Rebeuss peuvent parfois enivrer et ôter à toute raison. La bonne info, c'est Radio Sénégal.